Voilà mes amis, c'est un grand bonheur, un grand privilège de me retrouver avec Monsieur Ababou. Et je sais, je l'ai déjà dit, mais je ne me lasserai jamais de le redire. Je reçois de plus en plus de messages de gens qui sont vraiment, j'ai pas de mots pour expliquer, qui sont vraiment bouleversés, stupéfaits, extrêmement heureux de cette rencontre et de ce cours que nous faisons ensemble. Enfin, c'est votre cours plus que le mien, et j'en suis très fier et très heureux. Et les gens apprennent de plus en plus de choses qu'ils ignoraient ou plus ou moins dont ils se doutaient, mais tous disent que vous arrivez à expliquer les choses avec une clarté qui est telle que des milliers de personnes dans le monde maintenant qui suivent ce cours se réveillent et prennent conscience de tout ce qui se cache derrière la vitrine. Alors je vous donne tout de suite la parole, cher ami. Et on commence notre cours d'aujourd'hui. Alors allez-y. Bien, Rav, bonjour. Permettez-moi d'abord de faire une toute petite introduction. Une introduction qui nous permettra de recentrer un peu nos entretiens. Bon, alors, évidemment, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé un monde... Je traduis juste parce que comme il y a beaucoup de non-juifs qui écoutent aussi, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est Dieu. Oui, bien sûr. Alors, Dieu a créé le monde, c'est-à-dire un monde homogène, un monde de paisibilité, un monde d'harmonie. Attendez. Oui. Avant la faute. Oui. Avant la faute, Adam Arishon était un être universel qui recevait de Dieu la parole et qui, par son côté féminin, accomplissait. Adam Arishon, avant la faute, avait la capacité de faire l'union des contraires. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il a reçu une épouse qui s'appelle Ezer Kenegdo. Elle est exactement. son aide parce qu'elle va à l'encontre de lui. Alors, donc il unit les contraires. Voilà. Alors la faute, ça a été de diviser, entre autres, parce que c'est très compliqué, mais enfin, en quelques secondes, c'est de diviser le féminin du masculin. Mais je vous interromps, excusez-moi, mais quand après on commencera la deuxième série de cours qui seront plus des cours de Torah, on commencera par la faute de Adam. Oui, absolument. Voilà. Alors, donc il y a eu la séparation de l'être masculin et de l'être féminin. Et là, le serpent a pénétré, c'est-à-dire ces forces d'obscurité qui, aujourd'hui, dominent le monde, ont été activées. Et là, évidemment, bon, il y a eu la mort, il y a eu tout ce qu'on sait au niveau, plus simplement, de la Torah. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose très importante. Cette faute a permis l'histoire de se faire, a permis la dynamique historique. Donc la dynamique historique, elle est formulée de la manière suivante. Il y a un côté extérieur et un côté intérieur. Il y a l'histoire et il y a ce que j'appelle moi la méta-histoire. Et Dieu est il est partout. Expliquez plus, que moi-même je n'ai pas compris. C'est quoi la méta-histoire? Alors, l'histoire, c'est l'historicité, ce sont les événements, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend partout, que De Gaulle est arrivé en 58 en France, etc., etc. D'accord? Tout le monde connaît plus ou moins ça. C'est les faits. Ce sont les faits historiques. Maintenant, derrière tout ça, il y a une volonté. Il y a une volonté qui est cachée. Et cette volonté cachée que moi j'appelle la méta-histoire, c'est une volonté qui permet, au fin de compte, de diriger cette histoire vers un objectif qui est un objectif prévu à Bereshit par Dieu et qui est progressivement en devenir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de l'histoire qui se fait. Maintenant, à l'intérieur... J'ai besoin de comprendre. Oui. Malgré le fait que, en grande partie, l'histoire que nous voyons est plus ou moins entre les mains des méchants, mais malgré tout, Hachem a cette capacité de se servir même des méchants pour arriver à ses fins. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout, même les forces d'obscurité, sont dans les mains d'Hachem. Hachem Echad, Ushmo Echad. Dieu est un, et c'est ça qu'on va comprendre. Bien que nous ne pouvons pas comprendre. Voilà, bien que cela, on ne comprendra qu'avec l'arrivée du Mashiach ben David, qu'avec la constitution du troisième temple, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que Dieu était partout, et que Dieu était même derrière ces forces d'obscurité. Bon, mais pour l'instant, on n'a pas la capacité... Pas dans le sens que c'est lui qui les dirige, mais c'est lui qui les récupère. C'est lui qui les récupère malgré elle. C'est-à-dire que, et là, elle commence, d'ailleurs, ces forces-là, entre parenthèses, elles commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui les dérange, qui les manipule, et elles perdent un peu, quelque part, leur autocontrôle. C'est pour ça qu'elles vont dans tous les sens.
C'est ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les marchés financiers, etc., l'argent facile, etc. C'est-à-dire, véritablement, elles ont perdu toute, et ça c'est sur la force d'Amalek qui sont en elles ont perdu toute force d'autocontrôle. Et ça c'est très intéressant. Maintenant, nous avons vu que la demande a été plus ou moins manipulée par ce qu'on appelle l'homo economicus. On fait un petit rappel de quelques secondes. Que l'offre a été aussi manipulée dans le cas des entreprises, que l'offre actuellement est en fait assujettie à une monopolisation de la production. On le verra, je pense, les prochaines fois. Et surtout, l'État, si je vais très vite, l'État a été secondarisé progressivement. Il a été utilisé et secondarisé. Maintenant, ce que je réexpliquer secondarisé, c'est-à-dire véritablement, il a été utilisé par ces forces-là, à travers les forces du marché, on va le voir tout à l'heure, avec les forces du marché, de manière à ce qu'ils soient en fin de compte aux ordres de ces forces-là. Donc on est bien d'accord que ce ne sont pas les dirigeants visibles qui dirigent le monde, ni leur propre pays. Bien sûr, alors ce sont encore une fois, sans donner de nom, ce sont des forces qui viennent très loin, qui viennent de Brigitte, qui viennent des forces du serpent, qui ont toujours dominé le monde en cachette par les dictateurs et par tout ce qu'on sait, les Jules César et tout ce que vous voulez, Nabucodonosor, tout ça, jusqu'à arriver aujourd'hui où véritablement les forces de Nimrod arrivent et vous savez que le Zohar dit que juste avant la délivrance, tous les dictateurs bibliques reviendront en même temps, dans la même génération, et auront à leur tête Nimrod. C'est exactement ça. On en parlera très profondément les prochaines fois. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que on est arrivé à un moment de l'histoire, en 2020, 2021, où véritablement, on commence à comprendre que le fait, non seulement que les variables économiques ont été utilisées par ces forces-là, comme la demande, la consommation, l'offre, les marchés, les prix et tout ce que vous voulez, l'État, les budgets, tout ce que vous voulez, mais maintenant, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que les structures elles-mêmes vont être utilisées de manière à faire un champ d'expérimentation. Je vais m'expliquer. On va prendre le cas de l'Europe. L'Europe en tant qu'entité économique. Les champs d'expérimentation, ça me fait penser au bras sur lequel on expérimente le vaccin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les forces ont été plus ou moins sous contrôle, il est apparu une idée qui est une idée extrêmement jolie, extrêmement forte, extrêmement ancienne. Déjà, Jules César voulait faire l'Europe. Charlemagne voulait faire l'Europe. Mais ce n'était pas le temps, et surtout, il n'y avait pas encore les conditions qui étaient réalisées. Les conditions n'étaient pas réalisées à ce moment-là. Mais ils avaient eu l'intuition de faire l'Europe. Vous voyez, les dictateurs, d'accord? Alors, on arrive après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est pour ça que pratiquement tous les rois d'Europe se mariaient avec la femme ou le mari d'un autre pays? Exactement. Bien sûr. Exactement. C'est une volonté d'expansion, de domination. Ils n'avaient pas Internet, donc ils passaient par le mariage. Exactement. Okay. Et donc, c'est une volonté d'expansion. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le roi Shlomo, qui a fait à peu près la même chose, mais il a fait ça pour Dieu. Vous voyez la différence? Eux, ils ont fait ça pour eux, pour leur volonté de superpuissance. Mais lui, le roi Shlomo, il a fait pour ramener le monde vers la Torah, vers Dieu. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux projets. Il y a un projet extraordinairement divin qui est pour le bien, et il y a un projet qui est aussi, entre guillemets, manipulé par Hachem, par Dieu, mais qui est dominé par les forces d'impureté. Ouais, bon. Et par l'obscurité. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans le bête. Hein, dans le chiffre bête, ça veut dire la dualité. La dualité. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre bête, qui a pour valeur numérique 2, pour nous dire qu'il y a deux réchites, bête, réchite. Exactement. Il y a deux forces parallèles qui s'opposent depuis le début de l'histoire. Voilà, la force d'Amalek et la force d'Israël. D'accord? C'est clair? Et Amalek étant le moteur du serpent, entre parenthèses. On reviendra. Alors maintenant, regardons un peu ce qui se passe, revenons un peu à l'économie, disons, de notre époque. J'ai eu la chance de connaître, quand j'étais en doctorat à la Sorbonne, il y a déjà quelques années, carrément les pères fondateurs de l'Europe. Par exemple, le professeur Henri Aujac, qui ne sont pas connus du tout, c'était vraiment des techniciens qui me disaient la chose suivante. Le but de l'Europe, à leur époque, au temps du traité de Rome, en mars 1957, le traité de Rome, je parle des années 1980, vous voyez, 79, 80, 81, 82. Il me disait la chose suivante, Monsieur Ababou, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne pouvait plus supporter la guerre. On voulait absolument
éviter une troisième guerre mondiale, et notamment avec l'Allemagne. C'était ça le but de ces gens-là. L'Allemagne aurait pu faire une troisième guerre mondiale. Non, il y avait l'URSS à cette époque-là, oui. Il y avait les Américains qui étaient omniprésents avec le plan Marshall, et quand le plan Marshall s'est terminé en 1957, les Européens ont senti le danger d'être inféodés à l'Union soviétique, ils ont créé automatiquement ce qu'on appelle le marché commun, par le traité de 1957, le traité de mars 1957, le traité de Rome. C'était pour se protéger des Russes. Voilà, entre autres. Alors regardez, c'est très intéressant. Le marché commun, en 1957, était fondé sur ce qu'on appelle la liberté de commercer. C'était véritablement le libre-échange à l'intérieur d'une zone qu'on appelait à l'époque le marché commun. Vous voyez, un marché commun. On pouvait exporter au niveau de l'Europe. À l'époque, c'était 6 pays, d'accord, européens, dont l'axe, là c'est très important de comprendre, l'axe franco-allemand. Encore une fois, il fallait éviter la guerre. Alors ils ont tout de suite essayé de créer un acte de solidarité franco-allemand. Ce sont les rapports entre le général de Gaulle et Adenauer à l'époque, et le chancelier Adenauer d'Allemagne à l'époque, n'est-ce pas? Alors pourquoi ils ont fait ça? Pour créer une sorte, vous allez comprendre par rapport à la mondialisation aujourd'hui, une sorte d'épine dorsale. D'accord? De manière à ce que les pays limitrophes, comme l'Italie à l'époque, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, etc., leur étaient quelque part inféodés. Il y a eu un axe central, l'axe Paris-Berlin. Et cet axe-là formait l'essence même de l'Europe. Le but, encore une fois, des fondateurs de l'Europe, au niveau extérieur, c'était d'éviter la guerre. Au niveau intérieur, c'est ça qu'on va voir maintenant, il y avait quand même une volonté d'avancer vers la mondialisation, d'avancer vers ce corps monde qui serait un corps quelque part laïque, vous voyez, un corps où l'homme resplendissait, un corps où l'universel, j'allais dire sans Dieu, l'universel sans Dieu, puisse s'auto-contrôler et s'auto-diriger vers le progrès de quoi? Le progrès de l'humanité, mais une humanité de type nimrodienne, c'est-à-dire sans Dieu. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant de comprendre au niveau technique, maintenant, c'est que, à partir du traité de Rome, d'abord, entre parenthèses, le traité de Rome, c'est un traité. Un traité international, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui va engager les États. On ne sort pas d'un traité comme ça, d'accord? Il y a eu le traité de Rome et le traité de Maastricht. Le fond de ce traité. Le fond de ce traité, c'est de créer une Europe marchande, où le marché était roi, de manière à diminuer les droits de douane, afin que les échanges extérieurs entre la France particulièrement et l'Allemagne puissent se faire d'une manière libérée, d'une manière ouverte et d'une manière officielle. D'accord? Bon, alors évidemment, après ça, il y a eu l'Italie, etc. Bien. Mais c'était des pays relativement secondarisés. L'axe franco-allemand était fondamental. Le deuxième niveau est arrivé à peu près en 1992, avec ce qu'on appelait à l'époque l'acte unique européen. Là, on passe déjà, vous voyez, de l'économie marchande à une économie, disons, multiculturelle. Regardez, par rapport au plan. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les frontières à l'intérieur de l'Europe, où les populations... C'est en 92 qu'on a cassé les frontières? Oui, où les populations peuvent aller librement. Sans douane. Sans douane, librement. C'est en 92. Oui, sans visa, sans passeport. On était européens. On avait un passeport européen. D'accord? Et donc les populations pouvaient, par exemple, par profession, un médecin portugais pouvait très très bien travailler à Paris, mais comme si il était au Portugal. Vous voyez? Et les impôts étaient prélevés par qui? Alors attendez, excusez-moi. Le multiculturalisme était là-dedans en plein développement. Avant de parler d'immigration. Vous voyez, l'Europe a été un centre pour, j'allais dire ces gens-là, d'expérimentation par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Ils ont essayé de créer une mini-société, une mini-structure, d'accord, extrêmement hiérarchisée et extrêmement technocratique. On verra tout à l'heure avec une monnaie unique, qu'on appelle l'euro, pas une monnaie commune, on verra la différence tout à l'heure, de manière à arriver à la fin des temps de l'histoire, après avoir fait cette expérience qui aurait réussi... Elle n'a pas réussi? Attendez. On va voir, qui aurait réussi, c'est ça le projet, de manière à refléter cela dans l'ensemble du corps universel. D'accord? C'est clair?
C'est-à-dire que... L'Europe voulait être le laboratoire du monde entier. Exactement. C'est pour ça qu'ils ont fait l'Europe. Après, ils ont fait l'ANENA, parce que c'est l'Europe, c'est en Europe. Il y a eu l'ANENA. L'ANENA, c'est par rapport aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La même structure. C'est-à-dire les États-Unis donnaient le capital, comme en Europe, l'Allemagne donne, disons, le capital après le plan Marshall américain. Les technologies étaient franco-allemandes, mais les populations secondarisées comme l'Italie, l'Espagne, etc., servaient de main-d'œuvre. Et c'est pareil. Alors, avec l'ANENA, on a le même type de structure. Vous avez les États-Unis d'Amérique et le Mexique, d'abord. Le Mexique étant pourvoyeur de main-d'œuvre dans cette économie-là, vous voyez, dans cette structure régionalisée-là, de manière à ce que les prix soient le plus bas possible pour pénétrer les marchés. Vous avez compris? C'est une force de frappe. L'Europe est une force de frappe. C'est une Europe marchande. Et les Russes sont toujours restés en dehors. Alors les Russes, ils ont créé le Comecom. Ils ont créé à l'époque, je parle de l'Union soviétique. Oui. Ils ont créé à l'époque le Comecom. Mais l'Union soviétique est tombée en 89. Oui, on est en 89. 89. Ah, 89. Non, attendez, on essaie de comprendre un peu plus. Oui. Alors, après on parlera peut-être un peu de ça. Okay, alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que l'archétype de ce qu'on vit aujourd'hui a commencé à partir de 57 en Europe, de 1957 en Europe, en mettant véritablement une économie marchande. Après, en 92, l'acte unique, où on va véritablement développer les marchés, mais y compris les marchés, j'allais dire entre guillemets, de main-d'œuvre. Tout était libéré, y compris le marché des capitaux, mais ça a été plus ou moins, disons, raté. Ça a été la grande faiblesse de l'acte unique. Ils n'ont pas réussi véritablement à libérer les capitaux parce que c'était très compliqué à l'époque. D'où l'euro, on va voir après. Et la troisième étape, c'était en 2001-2002, le traité, encore une fois, un traité de Maastricht, qui engageait, cette fois-ci, l'Europe, y compris les Anglais, c'est arrivé en 1994, d'accord, les Anglais, vers, véritablement, un traité qui engageait les pays européens, dans le cadre, regardez, de la mondialisation qui va se faire, dans le cadre de cette expérimentation qui se passe, n'est-ce pas, dans le cadre de cela, avec 4, si vous voulez, paragraphes, traités en 4 paragraphes, si je résume au maximum, parce que le traité de Maastricht est très compliqué. Personne, je vous assure, je mets au défi, je l'ai essayé de le lire plusieurs fois, pourtant j'ai une licence de droit, je ne comprends pas ce qui est marqué, il s'est fait exprès. C'est un grand amalgame. Même les grands experts n'arrivent pas à comprendre véritablement ce qui est marqué là-dedans, c'est très compliqué. Mais alors, je résume au maximum. 4 objectifs. La monnaie unique, l'euro, l'Europe de la défense, qui ne s'est pas fait encore, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une armée européenne carrément. Il y a une armée européenne. Oui, non, mais ce sont des brigades franco-allemandes, c'est rien du tout. Là, vraiment, c'était véritablement avec un état-major européen et tout. Non, ça ne s'est pas fait encore. L'Europe du travail, ça ne s'est pas fait encore, notamment la lutte contre le chômage, mais au niveau européen. Oui. Et le 5e point, ce qui ne s'est pas fait encore, c'est l'Europe des cultures. Vous avez compris, je répète, l'Europe de la monnaie, l'Europe de la défense, l'Europe sociale et l'Europe des cultures. D'accord? C'est le premier point qui a été plus ou moins, disons, un succès, mais un succès très très relatif, qu'on appelle l'euro. Alors le gros problème, c'était, est-ce qu'il fallait à l'époque créer, vous allez comprendre pourquoi c'est très important, créer une monnaie unique. Les Allemands voulaient créer une monnaie unique. Il n'y aurait que l'euro. Que l'euro, ou bien les Français voulaient une monnaie commune. C'est-à-dire que... Chaque pays garde sa monnaie. Voilà. Les échanges se font avec cette monnaie. Exactement, entre autres. Alors regardez comment ça s'est passé, c'est un truc très intéressant. Regardez comment ces forces-là, j'allais dire d'obscurité, vous voyez, ont essayé de préparer l'atmosphère, arriver à l'euro. En 1979, ils ont créé le SME, le système monétaire européen, avec ce qu'on appelait à l'époque un écu, l'écu. Je sais pas, bon, ça c'est pas populaire, mais il faut comprendre qu'il a fallu faire en sorte que le marché bancaire puisse se familiariser avec une sorte de monnaie, ce n'était pas une monnaie entre parenthèses, mais une sorte d'instrument de change communautaire, qu'on appelait l'écu, l'European Currency Unit en anglais, vous voyez, l'unité de compte européenne. Ce n'était pas une monnaie, c'était une valeur interbanque centrale. Les banques centrales avaient des comptes en écu. On n'avait pas, nous, d'écu dans la poche.
Vous voyez? Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour véritablement faire en sorte que les systèmes bancaires, systèmes financiers, s'habituent à l'euro un jour. Alors quand les Français ils ont vu ça, ils ont vu que c'était en fin de compte une volonté allemande. Ils avaient très peur de ce pan-germanisme allemand. Ils ont demandé tout de suite une monnaie commune. Les Allemands ont refusé et ils ont imposé la monnaie unique qui s'appelle aujourd'hui l'euro. C'est les Allemands qui ont imposé l'euro? Oui, les Allemands ont imposé l'euro, n'est-ce pas, au traité de Maastricht, dans des commissions, etc., bien entendu, plus ou moins secrètes, cachées, pour une raison très simple. C'est qu'ils voulaient que l'euro soit un marque déguisé. Ils voulaient utiliser l'euro comme étant, si vous voulez, le fer de lance de l'économie allemande pour dominer avec le but, excusez-moi de le dire, mais je suis obligé, le pan-germanisme allemand. Et les Français n'avaient pas les moyens de lutter contre ça. N'oubliez jamais, hein, le pan-germanisme allemand. Pourquoi l'Allemagne? Attendez. On mélange, s'il vous plaît, sinon on ne va pas comprendre. Oui. Hein. Laissez-moi expliquer un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'euro? L'euro est une monnaie à tout point de vue, puisqu'elle a des contreparties, elle est gérée par la Banque Centrale Européenne, et c'est la Banque Centrale Européenne qui va distribuer les euros aux pays. Regardez, la perte de souveraineté. Vous voyez? La perte de souveraineté, je répète. Et donc, les Français vont recevoir un budget français à partir du budget européen. Bon, donc l'euro, comment a été formé l'euro? C'est très compliqué, mais je vais aller d'une manière très simple. L'euro a été... On a pris le mark et on a mis les autres monnaies, par exemple le franc à l'époque, la lire italienne, la peseta espagnole, le drachme grec, etc., et ils l'ont inféodé, ils l'ont pondéré, ce qu'on appelle la coefficient de pondération en statistique, ils l'ont pondéré à partir du mark. Ça veut dire que si le franc était plus élevé que le drachme, et c'est ce qui était vrai, alors le franc avait à avoir un coefficient de pondération plus important par rapport à l'euro. Mais l'euro, c'est un marque déguisé, je répète. C'est-à-dire que, véritablement, comme l'euro est sorti, les pays qui étaient à monnaie faible, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la Grèce, se sont retrouvés avec une hausse de prix incroyable. Une hausse de prix incroyable. Le coût de la vie a été... Donc, vous voyez, le but a été multiplié par 2 ou par 3. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres. Ça veut dire ce qu'on achetait, mettons, en France, à 1 franc, on va l'acheter maintenant à 1 euro, qui est 4 fois plus. Voilà, vous avez compris. D'un seul coup. Alors, évidemment, il y a eu un choc au niveau économique. La plupart des pays n'ont pas résisté à l'euro. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, contrairement à ce qu'on pense, la France. La France n'a pas réussi. La France a des problèmes terribles avec l'euro parce que, véritablement, l'euro est trop surévalué par rapport à la capacité d'absorption, excusez-moi cette technique, de l'économie française. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la France est tirée par l'euro, c'est-à-dire tirée par un marque déguisé. Alors, pourquoi c'est très intéressant? Parce que c'est exactement ce que veulent faire ces forces-là, mais au niveau mondial. Ils veulent créer, comme l'euro, une monnaie mondiale dont les mêmes principes, avec les mêmes principes. Le dollar. Attendez. Aujourd'hui, le dollar existe. Le dollar est la monnaie aujourd'hui de référence, c'est certainement, certainement. Mais la plupart des échanges sont libérés en dollars. Mais doucement. Il y a d'autres monnaies. Voilà, non, mais d'accord, mais doucement. C'est pas encore le moment. Mais doucement, on va essayer de créer, entre guillemets, un euro, après avoir fait l'expérience en Europe. On va essayer de créer un euro, mais cette fois-ci au niveau mondial. C'est très compliqué, mais pourquoi on fait ça? Pour tout simplement dominer la masse monétaire mondiale, et à partir de ce moment-là, on domine tout. Alors, ça c'est très intéressant et c'est très important. L'euro n'a été, en fin de compte, qu'une courroie de transmission d'une volonté de créer demain, disons, ou maximum après-demain, mais dans les années à venir, une monnaie unique mondiale, dans le cadre de ce corps monde qu'on appelle la mondialisation, qui fait que cette monnaie-là c'est une monnaie évidemment fictive, c'est une monnaie qui va être électronique, par l'intermédiaire des cartes de crédit, il n'y aura plus de monnaie comme on connaît aujourd'hui, tout est prévu déjà, ça c'est prévu. Mais le dollar... L'argent va disparaître. Il ne restera que les cartes de crédit. Voilà, tel que connaît aujourd'hui, va disparaître. Il va y avoir une sorte de monnaie, ce qu'on appelle la monnaie magnétique. Donc il n'y aura plus de noir possible. Voilà, non, tout sera contrôlé.
Donc quelqu'un ne pourra plus vendre quelque chose et recevoir de l'argent sans le déclarer. Certainement. Tout le marché noir va disparaître. Je ne sais pas. Parce qu'il y aura certainement, à partir de cela, d'autres... Vous savez, le voleur est toujours rusé. Il est toujours très rusé. Il y aura toujours des moyens de créer plein de choses. Je Mais sais pas au niveau du petit citoyen. Mais pas au niveau du petit citoyen. Le petit citoyen, lui, il va être inféodé à cette monnaie. Les petits citoyens vont tous crever, quoi. Et les grandes puissances vont s'en sortir. Disons, les moins malins vont supporter les conséquences. Et donc, on va vivre véritablement une sorte d'esclavagisation monétaire de l'humanité entière. C'est fou. Bon, alors, mais cela, ça a été, si vous voulez, organisé d'une manière extrêmement fine, extrêmement intelligente, à partir de l'Europe. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et ça c'est très 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 important de... De toute façon, tout est toujours parti de l'Europe, même l'Amérique elle est partie de l'Europe. De toute façon, ce qui est très important de comprendre, c'est que le dollar aujourd'hui, est déjà même dépassé, on ne le dit pas pour ne pas créer la panique, mais il est dépassé par cette monnaie-là. Quelle monnaie ? Par cette monnaie qui est cette monnaie de référence. Mais elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. Oui. Elle n'existe pas encore. Mais c'est une monnaie qui commence, c'est exactement comme c'était l'écu, vous voyez, en 1979. On fait des expériences. On fait des expériences. Pour l'instant, on est encore au stade de l'expérience. Et on est en train, avec l'histoire du coronavirus et tout ce que vous voulez, de créer une peur, de créer une volonté de soumission, etc., etc. De manière à créer ce qu'on peut appeler... Donc le corona est l'arme de la finance cachée. Oui, je dirais pas à 100%, je dirais oui. Je dirais oui. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très 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 important de comprendre, là vous m'avez coupé, excusez-moi, c'est que, en fait, le dollar va être lui-même dépassé par cette situation-là. Il va être inféodé, et peut-être même qu'il va disparaître. Vous voyez, n'oubliez pas que le dollar, c'est Gematria Amalek, 240. Oui, la valeur numérique de dollar, c'est Amalek. Voilà, c'est Amalek, entre parenthèses. Bon, c'est-à-dire que, véritablement, nous allons aller vers un monde d'unification de l'espace monétaire dans le monde entier. C'est un programme incroyable, j'allais dire spartiate, énorme. Donc, pourquoi ? C'est le meilleur moyen pour nous transformer en esclaves. Ben voilà, alors le monde va devenir, c'est le corps monde qui se fait, dans le cas on verra ça dans le cas de la mondialisation, qui fait que, en fin de compte, l'Europe, on revient un peu à l'Europe, a été, grâce à l'euro aujourd'hui, et un autre phénomène qui est très important, c'est que l'Europe a été un champ d'expérimentation, mais avec un phénomène qui est très important, sous-jacent à tout ça, c'est la concentration des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises allemandes, ce qu'on appelle les Konzerne en allemand, sont ce qu'on appelle la cartélisation. Vous savez qu'en Allemagne, il y a deux types. Alors, je fais un petit cours d'économie très simple, très très simple. Il y a de nombreux types de concentration. Il y a une concentration verticale, il y a une concentration horizontale, il y a une concentration que j'appellerais conglomérale en français. La concentration verticale, c'est qu'on part du produit de base au produit fini. D'accord ? La paire de chaussures, ça va de la vache, le cuir, en passant par les lacets, par les lins, jusqu'à la peinture, et la teinture, tout ce que vous voulez. Vous voyez ? La colle, tout ça. Ça s'appelle une concentration verticale. La concentration horizontale, c'est une concentration par produit, notamment par produit principal. Alors, les concerns sont particulièrement des concentrations horizontales, tandis que les holdings américains sont des concentrations particulièrement, mais pas seulement, verticales. Vous avez compris ? Donc, les Allemands sont très très forts dans ce qui s'appelle les produits principaux, les produits types. Et ils ont inféodé toutes leurs PME à l'époque, etc., jusqu'à aujourd'hui, et cela par rapport à tel produit phare. Et un concern, c'est une concentration d'entreprises, mais qui est immense, qui dépasse les États. Attention, ok ? Certains États, évidemment, certains États, le chiffre d'affaires d'un concern allemand dépasse largement le budget général d'un pays comme le Kenya. Vous comprenez, ça n'a pas de sens. On est là dans des États à l'intérieur d'États. Donc, cette concentration-là a été quelque part facilitée par l'Europe. Et donc, regardez, c'est très intéressant, ils ont créé une Europe à plusieurs vitesses. Première vitesse, pays du Sud, avec main-d'œuvre bon marché, avec économie relativement en développement. L'Europe centrale, avec l'axe franco-allemand,
avec une économie relativement solide, surtout l'Allemagne, mais la France aussi, avec ses concentrations, nationalisations, etc. Et vous avez une Europe du Nord qui est une Europe plutôt sociale. C'est-à-dire la Hollande, tout ça. Le Danemark, la Suède, la Hollande, la Finlande, etc. Plutôt sociale. Vous voyez, il y a 3 types de niveaux de l'Europe. Maintenant, le truc, c'est que le corps central a voulu prendre le pouvoir et a pris le pouvoir par l'axe franco-allemand dès les années 57. Et ils ont essayé d'inféoder les pays à bas salaire par rapport aux pays du centre, aux pays du nord. C'est exactement, regardez, le modèle de la mondialisation. Au niveau de la mondialisation, qu'est-ce qui se passe? On voit la même chose. On voit les pays sous-développés, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., portant les Mexicains en Amérique, portant les Portoricains, etc., portant cette main-d'œuvre à bon marché, inféodés aux pays dits, entre guillemets, capitalistes, qui eux ont l'argent, ont le capital, et donc, et cela inféodé à une économie sociale, parce que l'économie sociale du Nord joue un rôle très important, parce que là aussi c'est un champ d'expérimentation pour éviter les guerres sociales, les guerres civiles, etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui se passe en Europe est en train de se passer au niveau du monde entier. C'est fou. Alors à un moment donné, le président Sarkozy, en réaction si vous voulez, à l'Allemagne, a voulu créer une Europe du Sud, la France, l'économie française intégrée à l'Europe du Sud, y compris d'ailleurs Israël, il voulait, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France, c'est pas l'Allemagne. La France, c'est un pays latin, qui est très individualiste. Pourquoi attendez. Alors, ce sont des Germains. On monte, cette force-là, elle vient de la nuit des temps. L'Allemagne est un pays les Huns. Vous avez entendu parler des Huns, les Huns, les Germains, etc. Les Vikings du Nord, ils sont aussi installés en Allemagne il y a 1000 ans. C'est-à-dire que c'est une population qui est très, très, très dure et très soudée. Et elle est avide d'expansion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le cas de l'Europe, avec l'implosion de l'Union soviétique, à partir des années 89, l'Allemagne a compris qu'elle va se développer vers l'Est. Elle a commencé véritablement par le pan-germanisme allemand, et les Français avaient très peur. Le président Mitterrand, je le sais, avait très très peur de cela. C'est pour ça qu'il ne voulait pas du tout à cette monnaie unique. Il n'en voulait pas. Parce que ça se discutait déjà dans les années 90-94, notamment après le rapport Werner de 1969. Bon, ça c'est un peu technique. Donc les Français n'en voulaient pas. Pourquoi? Ils se disent, mais c'est une force qu'on va donner aux Allemands pour aller vers, quelque part, la colonisation de l'Europe de l'Est, quand l'URSS va s'effondrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui? Les Allemands ont investi, d'abord ils ont récupéré l'Allemagne de l'Est, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Il y a eu la réunification en 1989, mais aussi, et j'allais dire même surtout, ils ont commencé à implanter leur savoir, leur technologie, leurs firmes, leurs entreprises, leurs capitaux en Tchéquie, en Pologne, etc. C'est-à-dire que... La voiture, la Skoda, est une voiture allemande, bien sûr, faite dans un pays de l'Est. Mais bien sûr, ça passe... C'est une grande preuve. Voilà, c'est exactement. C'est une firme allemande installée dans un pays de l'Est. Absolument. Alors quand les Français ont vu ça, ils ont eu très peur. Ils ont dit, attends, mais on ne peut pas laisser faire un truc comme ça. Il faut développer l'Europe du Sud. L'Allemagne n'est pas liée à l'Europe du Sud. C'est un pays du centre-nord. Mais la France, oui, n'oubliez pas l'histoire nord-africaine de la France. La France est un pays colonialiste. Bon, résultat, ils ont dit, on va aller voir nos anciens amis, qui sont toujours nos amis, les Tunisiens, les Marocains, etc. On va créer un espace. Ça n'a pas marché. Pour de nombreuses raisons. C'est-à-dire que véritablement, aujourd'hui, l'Allemagne est, malgré le corona, malgré tout ça, une superpuissance régionale, mais une très grande superpuissance régionale. Elle a réussi à faire un euro déguisé en marque, et surtout, elle a réussi à concentrer ses entreprises. La prochaine fois, on parlera de ça, parce que c'est très très important. Et cette concentration des entreprises allemandes correspond en petit à la concentration des entreprises universelles. Vous voyez, alors encore une fois, l'Europe. Ce qui veut dire que le modèle allemand pourrait être le modèle universel? L'Allemagne a été si vous voulez, la locomotive de l'Europe. Elle est toujours la locomotive de l'Europe. Bien sûr.
Et les Français ne peuvent rien faire sur l'Allemagne. À peu près 70% des exportations françaises, je dis ça de mémoire, je peux me tromper un peu, mais pas beaucoup, se font vers l'Allemagne. Mais j'ai une question qui me dérange. Attendez, excusez-moi. Oui. L'Allemagne est le premier pays partenaire de la France. N'oubliez jamais ça. Oui. L'axe franco-allemand existe toujours, même s'il est aujourd'hui extrêmement faible parce qu'il y a plein d'interactions, notamment dans le cadre de la mondialisation, mais il n'empêche que cet axe franco-allemand, disons, il existe toujours. J'ai une question qui me démange, même si elle n'est pas directement liée au cours. Enfin, si, malgré tout. Alors, puisque vous dites que le caractère allemand est tellement important, comment se fait-il que les Allemands ont laissé tellement de Turcs rentrer chez eux et maintenant, il y a quelque temps, 1 million de Syriens? Bon, vous avez compris. Mais ça va détruire l'identité allemande. Non, mais maintenant, voilà, on est pas, c'est parce que les Allemands eux-mêmes sont inféodés à ces forces. Parce que les Allemands eux-mêmes sont infondés aux forces, j'allais dire, du serpent de Bereshit. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Allemagne elle-même est devenue pays, qui était un pays monopolisateur de la puissance européenne. Attendez, oui, mais bien sûr, attendez. 1 million de Syriens en Allemagne. Attendez, Raph. Elle a été inféodée, d'accord, à quoi? À ses puissances financières, et notamment, parce qu'il n'y avait pas que les puissances financières, à ses puissances mondialistes. Et l'Allemagne, c'est une partie seulement de la mondialisation, mais c'est une partie fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on va faire un champ d'expérimentation en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, on a demandé, je ne donne pas de nom, à tel ou tel chancelier ou chancelière d'ouvrir les frontières allemandes, de voir comment l'économie allemande va réagir face à l'immigration, parce que l'immigration va être bientôt, n'oubliez pas le monde de Nimrod, bientôt dans le monde entier. Il n'y aura plus le Brésil, il n'y aura plus... Je repose ma question. 1 million de Syriens vont affaiblir l'Allemagne, ne vont pas lui permettre de grandir. Un Syrien n'a rien à voir avec un Germain. Donc l'Allemagne va s'affaiblir. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Il y a des raisons qui sont supérieures à la raison nationale. Les nations, actuellement, Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Et après Nimrod, il a créé 70 nations. On est d'accord? Oui. Avant, c'était les familles de la terre. Oui. Ok? Bien. Alors, ces situations, pour pouvoir arriver au monde de Nimrod, il faut détruire les nations. Ok, d'accord. Alors donc, l'Allemagne, elle est prise à son propre piège, parce que de toute façon, elle est sous les ordres de la force du serpent. Donc, elle est prise dans son propre piège. L'Allemagne, tout puissante qu'elle a, elle est pieds et liés, comme la France, comme l'Italie, etc. Donc, nous sommes là devant des forces absolument incroyables. Alors, sinon, on ne comprend pas ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Nimrod a voulu détruire les nationalités. C'est tout. Donc, mais c'est un combat contre Hachem, c'est un combat contre Dieu. Alors aujourd'hui, sans donner de nom et sans donner rien du tout, seulement on parle de force, on parle, si vous voulez, c'est plus un cours de Torah qu'un cours d'économie là. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre, sans donner de nom, je répète, c'est que ces forces-là sont en train de comprendre ce qui se passe en Europe, ils sont en train de regarder un peu où on en est par rapport à cette immigration, on est à ce melting pot, à ce multiculturalisme. Ils ont essayé de faire cela aussi, on en parlera un jour, par rapport à Israël. Ils n'ont pas réussi pour l'instant. Et on en reparlera. Cette montée de voilà. Mais on en reparlera. Mais le but, si vous voulez, c'est de faire en sorte que l'Europe soit le fer de lance de cette mondialisation qui la dépasse complètement. Mais avec un centre d'expérimentation. Et encore une fois, l'Europe n'est pas seule. Il y a l'ALENA, il y a l'ASEAN en Asie, la même chose, avec le Japon, avec la Chine, aujourd'hui c'est la Chine, et les pays limitrophes, à bas salaire. La Chine voudrait aussi s'accaparer toute l'Asie? Mais bien sûr, par la technologie, par ce qu'on appelle l'ASEAN. On parle de régionalisation du monde. Le monde est divisé maintenant non plus en pays, mais en régions. Les États, les nations sont les grands perdantes de la régionalisation. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a en Europe ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Alors je vous dis. C'est très technique, c'est du droit international, mais ceux qui connaissent ça, ils vont comprendre. Mais je vais essayer de le dire très très simplement. Lorsqu'il y a le droit français qui va à l'encontre du droit européen, c'est le droit européen qui prend le dessus sur le droit français. C'est ça, automatique.
Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Mais, sauf dans certains cas où il y a un risque de guerre, etc., où la France peut dire, bon, maintenant stop, le droit français passe avant. Mais c'est très rare. Mais ça existe. Mais d'une manière générale, ce qui est fondamental, c'est le principe de subsidiarité dans ce qu'on appelle le principe d'extraterritorialité. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'État-nation. On est dans une régionalisation d'États-nations qui sont voués à disparaître. Qui sont voués à disparaître. Je répète, qui sont voués à disparaître. Et cela dans le monde entier. On est en train de créer, à partir de l'Europe et à partir de l'ASEAN et à partir de l'ALENA et à partir de ce que vous voulez, n'est-ce pas, en Amérique du Sud, ça s'appelle Mercantour. D'accord, on n'en parle pas parce que nous, on ne vient pas d'Amérique du Sud, mais les gens qui viennent d'Argentine, ils vont vous parler du Mercantour. Là-bas, c'est la grande mode depuis déjà 30-40 ans. L'Europe n'est pas la seule, le seul exemple, hein, mais seulement c'est l'exemple phare. C'est l'exemple qui est le plus déterminé et qui est le plus accompli, si vous voulez. Le plus accompli. On est en train d'observer comment ça se passe en Europe, exactement comme un laboratoire, comme un champ d'expérimentation. Dis donc. J'ai pas de mots. Écoutez, ce cours-là m'a mis par terre. Mais non, c'est facile. Oui, non, mais c'est... Écoutez, avec votre permission, je voudrais juste conclure avec deux, trois phrases. D'abord, je pense qu'il n'y a aucun mot dans aucune langue qui peut vous dire merci. Il va falloir inventer des mots pour vous dire merci pour des révélations pareilles. Et bon, c'est sûr que finalement, ça nous met dans une situation, je vais le corriger tout de suite, un petit peu d'angoisse, parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement ce que vous appelez, vous, les forces du serpent ou les forces d'Amalek. Bon, vous parlez un langage volontaire très thoraïque pour ne pas rentrer dans les détails et citer des noms et citer des groupes, et je vous comprends parfaitement, mais ça reste vrai que c'est les forces du serpent ou les forces sataniques, donc c'est pas très encourageant. Finalement, pour terminer sur un mot d'espoir, on revient à ce qu'on a dit au début du cours. Heureusement qu'on a le maître du monde, voilà, qui est le spécialiste de savoir se servir des méchants pour les amener là où lui veut. Attendez, finalement arriver. Le plan, il est fait, il va réussir. Le plan de Dieu va réussir. Mais évidemment, à Kol Bestova, on dit en hébreu. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Même si on ne comprend pas. Nous. Même si on ne comprend pas, on est trop petit. Mais tout est pour le bien. Il y a une dynamique de l'histoire secrète qui va, en fin de compte, vers la libération du monde. L'homme va devenir enfin tel qu'il était avant la faute d'Adam. Oui, j'avais vu une fois un commentaire pour conclure, cher ami, qui disait la chose suivante. C'est comme une épée. Une épée, tu peux l'utiliser pour tuer, pour attaquer. Tu peux l'utiliser pour te protéger, pour te sauver. Ça veut dire l'épée, elle a une double fonction. Exact. C'est exactement ce que fait Hachem. Les forces du mal utilisent toutes leurs pensées, tous leurs complots pour faire du mal. Mais Hachem va se servir de cette arme pour protéger le monde. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, en fin de compte, Yitzhak, il rira. Il rira. N'oubliez pas Yitzhak, il rira. En fin de compte, c'est un grand rire sacré. Et d'ailleurs, Yitzhak représente la rigueur. Mais bien sûr. Et son nom veut dire il rira. Il rira. Ça veut dire que la rigueur va se transformer en rire. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est fou. Magnifique. Donc, il faut être très, très, très optimiste. Il faut être très optimiste. Il faut prendre la Torah et danser dans la rue, si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, c'est interdit. On rentre dans un nouveau confinement pendant 15 jours. Oui. Oui. Bon. En tous les cas, écoutez, vraiment, merci énormément. Et j'ai hâte qu'on se retrouve le plus vite possible pour le prochain cours. Merci beaucoup, monsieur Ababou.